Star Wars. Tout semble avoir été dit sur la saga monstre de George Lucas. Monstrueuse par sa taille, son impact sur la culture populaire et la vie de milliards de personnes, mais aussi pour son visage, changeant, mouvant, toujours prêt à bousculer ses adorateurs et à se muer en hérésie pour ceux qui l'adulent. À travers 9 films principaux, 2 opus dérivés, une flopée de séries et une cargaison de jeux et de livres, la série a été la toile vierge de toutes les outrances, toutes les tentatives. Hello? I'm calling about Return of the Jedi. Comme si Star Wars était un ouest sauvage où tout peut germer et que chacun peut revendiquer. Mais de toutes ces itérations, il y en a une qui semble rassembler les foudres et les critiques, qui semble faire l'unanimité. Star Wars 2, l'attaque des clones. Décrié, critiqué, explosé au fil des années. Et pourtant, le film est loin d'être la catastrophe à laquelle beaucoup veulent le réduire. Vous commencez à connaître la chanson ? Salut, c'est Albin pour un nouvel épisode de Kino, et on a plein de choses à dire. Bon, vous savez sûrement déjà tout ça, mais petit récap quand même. Star Wars 2 est un film américain sorti en 2002 et réalisé par George Lucas. On y suit Anakin Skywalker qui a profité des 10 ans entre l'épisode 1 et 2 pour devenir un énorme beauf, Obi-Wan qui est devenu le mec le plus cool de la galaxie et Padmé Amidala, qui n'est plus reine mais sénatrice de la République. Et justement, c'est par cette fonction qu'elle s'oppose à la formation d'une armée de la République censée protéger d'une sécession qui devient de plus en plus probable. On le comprend, le climat est plutôt délétère dans cette galaxie lointaine, très lointaine, et Padmé manque de se faire assassiner 2 fois. Le film nous raconte donc l'enquête haute en couleur de nos Starsky et Hutch Jedi pour retrouver les coupables et excaver en même temps un complot d'ampleur à faire vaciller la République sur ses fondations. Voilà pour l'histoire que tout le monde connaît, et maintenant passons au vif du sujet. Star Wars 2 est méprisé, à coups de mèmes et de critiques vengeresses de fans puritains de la première heure qui se reconnaissent plus dans ce que la franchise est devenue. À force, il est devenu plus une blague où piocher des répliques aléatoires qu'un film en tant que tel. Et je trouve ça assez injuste, parce que j'aime beaucoup ce film. Et surtout parce qu'ici c'est Kino et qu'on pense que tous les films ont quelque chose à dire. Et justement, je pense que l'attaque des clones est un des Star Wars les plus intéressants à analyser. Dans ses ambitions, dans ses influences et aussi dans ses échecs. Dans une certaine mesure, ce film est l'apogée de la vision de Lucas. Ouais, je sais. Comme ça fait bizarre, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Et pour bien comprendre pourquoi je suis un peu tout seul à penser ça, on va d'abord faire un petit tour d'horizon de ce que ses détracteurs disent du film. Parce que je suis aussi le premier à reconnaître qu'il est déséquilibré par pas mal de soucis et qu'aucune analyse de film peut faire l'impasse sur ses écueils. Écueils qu'on pourrait rassembler en 3 gros problèmes d'ailleurs, qui reviennent dès qu'on aborde ce film. C'est LE reproche qu'on peut faire au film, mais aussi à la prélogie en général. Lucas ne sait pas diriger ses acteurs. Well, Hayden is actually a very talented actor. He's very good, very professional, works really hard. Si ça avait un certain charme dans le Star Wars originel de 77, aux enjeux et aux dialogues bien plus simples et épurés, force est de constater que la direction des comédiens devient confuse, voire ridicule avec l'introduction de thématiques plus profondes comme l'amour interdit, la religion, la politique. Un point Emily Dequenne à Nathalie Portman, qui est pourtant une actrice remarquable et qui est en roue libre totale pendant tout le film. Mais à leur décharge, ils sont clairement pas aidés par des dialogues souvent assez lunaires. Je n'aime pas le sable. Il est grossier, agressif, irritant. J'aime l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est vraiment le creux du personnage dans la prélogie. À vouloir à la fois établir ses motivations amoureuses et les origines de sa colère et de son attrait pour le côté obscur, le film s'en mêle les pinceaux et donne l'impression de glisser trop vite sur les deux. En plus d'être ultra méga malaisant dans son rapport de séduction avec Padmé, Elle a aveuglé les caméras. Je crois qu'elle n'aimait pas que je la regarde. Tout est une douceur infinie. Et d'une grande beauté. Regarde pas comme ça. la romance va bien trop vite, passant d'un non-intérêt de la reine à un flirt de malade après un voyage dans les cales d'un Costa Croisière. Pareil pour sa colère latente, qui semble déjà présente dès le début du film alors qu'on avait quitté un Anakin tout choupi et trop mignon à la fin du 1. Là, avant même le trauma de la perte de sa mère, on a l'impression qu'il est déjà à deux doigts du côté obscur. Heureusement, le troisième épisode viendra nuancer un peu tout ça. Le film a été le premier à utiliser massivement les décors numériques pour son tournage. Et si ces derniers permettent à George Lucas d'y aller à balle sous ses ambitions en termes de création d'univers,
dès qu'on quitte les gros plans pour les scènes plus intimistes, ou en tout cas à échelle humaine, ça fonctionne beaucoup moins. C'est mal détouré, ça a plutôt mal vieilli, et le tout donne une impression assez lisse, voire plastique à l'ensemble des mondes traversés, surtout Coruscant, même si on peut y voir un reflet de ce qu'est la planète, froide et superficielle. Plus généralement, je trouve que cet usage massif du numérique traduit très bien la préférence de Lucas pour la construction d'univers plutôt que pour la narration dramatique. Lucas au fond aime donner vie à sa galaxie plutôt que d'y raconter des histoires poignantes. Donc ouais, Star Wars 2 a des défauts, et de quoi nourrir des dizaines de milliers de mèmes. Mais est-ce que ça suffit à en faire le pire de la saga ? Ou même un mauvais film ? Pas vraiment. Déjà, j'ai l'impression que beaucoup de gens le critiquent avec en tête ce prisme des mèmes, ou en tout cas de la façon dont le film est tourné en ridicule sur les internets globaux. Sauf qu'ils oublient des trucs ultra cool et innovants, comme ça. C'est pas rien, et c'est même plus que bien. Quand même, qui savait que Coruscant avait un seul ? De la même façon, si on retient Natalie Portman et Hayden Christensen, le film a aussi une pelletée de comédiens géniaux. Avec en premier lieu Ewan McGregor. Sérieux, n'importe quel film avec ce gars est un chef-d'œuvre. D'autant que si dans La Menace Fantôme il était un peu en retrait et intimidé par l'ampleur du film, là il se lâche complètement, cabotine comme Jaja et donne une vraie personnalité à Obi-Wan qui devient juste coolissime. Où allez-vous, maître ? Boire un verre ? Et je vous rappelle juste qu'à l'époque c'était un vrai choix fort que de prendre McGregor pour jouer dans Star Wars. Parce que le gars était avant tout connu pour ça, et surtout ça. Ouais, fallait oser. Pareil pour Samuel L. Jackson et pour Liam Neeson dans le premier. Le casting ose, et ça paie. Et puis, même si le film est clairement pas très à l'aise dans ses dialogues, il est remarquablement bien écrit, avec une très bonne maîtrise du rythme et de la narration. On jongle entre 3 intrigues différentes qui se phagocytent pas les unes les autres, et surtout parviennent à se rejoindre pour former un final cohérent. Je veux dire, là où certains disent que La Menace Fantôme est trop compliquée parce qu'on parle en jargon politique, au fond l'intrigue est simplissime. Une reine est trahie, doit fuir, puis revient sauver son peuple avec l'aide de pro-chevaliers. Pareil pour le 3ème épisode qui se la joue politique et se focalise sur la manipulation de la guerre. Et je parle même pas de la trilogie originelle qui a fait de sa simplicité sa force. Là on a tout à la fois des enjeux autour de la constitution d'une armée de la République, une enquête sur un assassinat, un complot ayant infiltré l'ordre Jedi, une romance interdite, une histoire de chute et de vengeance, une coalition secrète de gros conglomérats avides, un combat de gladiateurs et enfin un film de guerre façon Opération Tempête du désert. La vache ! Et tout ça sans nous perdre un instant, et avec tous ces fils qui se rejoignent pour former un tout qui prépare parfaitement la suite. De débuter, vient juste la guerre des clones. Et ça m'amène à mon point le plus important au sujet de l'attaque des clones. C'est que je pense qu'on le juge de la mauvaise façon. Ou plutôt, qu'on le critique comme un film qui n'est pas. En fait, on le juge comme un Star Wars. Alors qu'on se comprenne, bien sûr le film est un Star Wars, mais je trouve qu'il s'éloigne suffisamment des sentiers battus par la saga, qu'il essaye suffisamment de choses nouvelles pour que la grille d'analyse du bon Star Wars ne puisse pas s'appliquer, ou pas de façon absolue. C'est une problématique que j'avais d'ailleurs déjà abordée dans ma chronique sur Harry Potter 6, si ça vous intéresse de creuser ça. Et pour comprendre d'où le film tire ses racines, je vous propose de faire un petit voyage dans le passé. Plus loin que les années 80 cette fois, jusqu'au début du XXe siècle, à la naissance d'un immense phénomène cinématographique injustement oublié, les serials. Les serials, comme le nom l'indique, étaient l'ancêtre des séries actuelles. En général découpés en 8 à 12 parties, ils étaient projetés avant un long métrage pour fidéliser le public et le faire venir semaine après semaine, quelle que soit la programmation. D'une durée d'une 30aine de minutes, ils reprennent les codes établis par les romans feuilletons et les pulps de la fin du 19e siècle, et notamment le plus célèbre d'entre eux, le cliffhanger. Ils mettent en scène un héros incarnation du bien face à un groupe de méchants comploteurs qui va devoir démanteler au fil des épisodes alors qu'il échappe au piège mortel des vilains. Si durant les années 1910-1920, la plupart des serials reprennent les thématiques du western, ils vont rapidement se diversifier, notamment à la fin des années 30 en abordant de nouveaux univers plus en accord avec les aspirations et les fantasmes des enfants qui constituent la majorité de son public. Espionnage, aventure, super-héros, chevaliers et surtout, ce qui nous intéresse ici, science-fiction. Avec le plus connu Flash Gordon, produit par la Columbia qui marqua toute une génération d'Américains. Control of radioactive energy here is great enough to conquer the universe. Il faut alors parler ici des matinees, ces projections du samedi matin à destination des enfants et qui rassemblaient souvent 2 à 3 serials avant la projection d'un film d'action ou de monstre et qui a servi de première école de cinéma à bon nombre de réalisateurs. Surtout, les serials ont posé les bases du cinéma d'action, à une époque où la plupart des productions versaient soit dans les grandes fresques historiques à la Ben-Hur, soit dans les films d'enquête noirs.
Leur aspect pop, simpliste et leur sens du rythme et de l'intrigue a été repris par pas mal de studios soucieux de se diversifier, et surtout par la télé, qui reprendra tel quel le format épisodique pour remplir ses heures de programme. Et, vous le savez, c'est la prédominance de la télévision sur le cinéma dans les années 60 qui conduisit à une crise interne d'Hollywood, puis à sa renaissance flamboyante sous l'ère des blockbusters, menée par une jeune génération biberonnée aux matinées, dont un certain Steven Spielberg et un certain George Lucas. Tout se recoupe. Mais trêve de cours d'histoire. Qu'est-ce qui fait donc l'ADN de ces serials ? D'abord, comme dit plus tôt, c'est ce concentré d'action, frénétique, presque non-stop, et ce sens du rythme qui l'accompagne. Le héros se retrouve catapulté d'une situation à l'autre, d'un piège à l'autre, face à des adversaires toujours plus nombreux et vicieux. Ensuite, c'est la volonté de dépayser. Pendant 20 minutes, l'épisode doit transporter dans un autre monde, et donner envie d'y revenir la semaine d'après. Et il doit le faire avec une économie de moyens et de temps, puisqu'il doit tout faire à 100 à l'heure. Ce qui se traduit par une mise en scène et des décors concis et efficaces. Simple, mais pas simpliste. Et enfin, c'est cette simplicité d'écriture, cette volonté d'aller au cœur d'enjeux palpables et compréhensibles immédiatement. Et pour ce faire, les serials usent et abusent des personnages clichés. À la manière de la commedia dell'arte, chaque personnage renvoie à une figure bien identifiée. Le héros preux et honnête, la demoiselle en détresse dont il doit s'occuper, le mentor symbole d'autorité et guide du héros, et enfin le vilain, agissant en coulisses et dont la réelle identité est cachée jusqu'à la révélation finale. Et d'ailleurs, George Lucas a toujours clamé s'être largement inspiré des serials de son enfance pour Star Wars et plus tard Indiana Jones. Et je trouve que si Lucas s'était jusque-là surtout affirmé comme cinéaste expérimental, avec THX 1138 et American Graffiti, Star Wars est avant tout le fruit de ses souvenirs et de ses émotions des serials. Comme si au-delà des réflexions théoriques sur le cinéma, quelque chose de plus organique, de plus spontané avait surgi dans Un Nouvel Espoir, et qui explique, du moins en partie, qu'il ait résonné avec un tel écho chez des milliards de personnes. Is a fun movie to watch. It's been a long time since people have been able to go to the movies and see a sort of straightforward, wholesome, fun adventure. La trilogie originale fonctionne comme un serial à l'ancienne, avec ses méchants identifiables, sa mise en scène efficace, sublimée tout de même par une vraie maîtrise du cadre de la part de Lucas. Mais c'est avec la prélogie que le réalisateur a voulu pousser son principe et son hommage au plus loin. Et c'est là qu'on retrouve toute la richesse de l'Attaque des clones. Si la trilogie originale faisait l'effet d'une chevauchée sauvage, la prélogie et surtout le 2 tentent de dépasser cette influence des serials, en proposant un mélange des genres. C'est presque comme si Lucas avait souhaité rassembler toutes les matinées de son enfance dans un seul long métrage, pour le meilleur et pour le pire. Et vous le savez, ici, on adore les mélanges des genres. C'est pour ça que je trouve que beaucoup de gens méjugent l'Attaque des clones. En s'attendant à voir un Star Wars, ils peuvent que être déçus, puisque le film contient carrément plusieurs Star Wars. Et au fond, c'est peut-être ça qui déchaîne les passions autour de ce film, qui fait qu'il est si décrié. C'est qu'à chaque visionnage, on a un aperçu de ce que le film aurait pu être s'il s'était concentré dans cette veine-là. Et c'est vrai que ça peut être frustrant de voir toutes ces facettes, tous ces proto-attaques des clones se partager un seul film. En tout cas, moi j'aurais payé très cher pour voir le buddy movie Anakin Obi-Wan. Merde. Ewan McGregor qui cabotine en jouant les détectives, j'en reprends tous les jours. Je trouve que c'est un bouillon de créativité qui déborde de partout. Et si ça donne en effet quelques erreurs et quelques... Je n'aime pas le sable. Et bah force est de constater qu'en ce sens, le film se fait l'aboutissement de l'hommage de Lucas aux serials de son enfance. Attention, je vais dire un gros mot, mais en ce sens, l'Attaque des clones est l'aboutissement de la saga de George Lucas. Qui va au bout de ses envies de démiurge créateur d'univers avec le numérique, qui va au bout de ses influences et de ses racines, et qui va au bout de son propos, tout simplement. Et si beaucoup préfèrent La Revanche des Sith, qui voit comme une réhabilitation de la saga après le 2, je peux pas m'empêcher d'y voir une continuité du 2 qui aurait abandonné toutes ses extravagances pour se focaliser sur une seule de ses trames. Alors, vous le savez, à Kino on valorise toujours la prise de risque, l'originalité, la démesure. Parce que c'est ça qui fait avancer le cinéma, et tant pis si ça provoque des erreurs, des couacs et des moments de gêne. En fait, j'aurais presque envie de dire tant mieux. Parce que ces erreurs ne sont pas des stigmates, mais font partie intégrante de l'histoire du cinéma. À titre d'exemple, les serials ont été méprisés pendant des décennies, considérés comme débiles, cheap et mal foutus, méprisés par tout le monde. Sauf par ceux qui ont grandi en les regardant et en apprenant de leur ambition et de leurs échecs, et qui derrière ont essayé de retranscrire ces joies et ces exaltations au travers d'autres films. Et aujourd'hui, les serials font partie intégrante de l'histoire du cinéma, revalorisés, restaurés, étudiés à l'université. On en vient à la notion d'héritage, et personne d'autre que le temps n'est meilleur juge pour savoir ce qui mérite de rester et ce qui va laisser une empreinte sur notre culture. Peut-être que l'Attaque des clones ne fait qu'attendre son heure. Allez, je vous laisse là-dessus. A plus dans le bus. Watch your love for like it, why not more than
Wrong door.